Avant bonjour, avant bonsoir. Dites-moi, vous m'écoutez d'où? De quelle ville? 7 novembre 1908, Bordeaux, France. Une famille entière disparaît sans laisser de traces. La table du petit déjeuner est mise, la nourriture encore chaude dans les tasses, mais il n'y a personne, absolument personne. 5 personnes s'évaporent simplement de l'intérieur d'un manoir verrouillé de l'intérieur. Et le plus troublant, c'est que sur chaque assiette, il y a un rameau de vigne d'une plantation qui n'existe plus depuis 60 ans. Ceci est l'histoire vraie de la famille Bourdieu, et ce qui s'est passé cette aube de novembre défie toute explication logique encore aujourd'hui. Je suis votre nom, et vous êtes sur le point de découvrir l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle, une histoire d'avidité, de vengeance, et d'une malédiction qui a mis 3 générations à s'accomplir. Restez jusqu'à la fin car ce que la police a découvert dans le sous-sol du vignoble familial va glacer votre sang. Quartier des Chartrons, le quartier le plus élégant de Bordeaux, c'était là que vivaient les Bourdieu, la famille que tout le monde enviait. Henri Bourdieu, 42 ans, négociant en vin, riche et respecté dans toute la France, marié à Élisabeth, 38 ans, de l'aristocratie locale, belle, élégante, hôtesse des salons les plus convoités de la ville. Ils avaient 3 enfants parfaits, Marguerite de 16 ans, pianiste talentueuse, Antoine de 13 ans, futur héritier des affaires, et Sophie de 7 ans, la petite fille aux boucles dorées qui charmait le voisinage. Une famille parfaite, trop parfaite, parce que derrière cette façade impeccable, un secret sombre était sur le point de réclamer son dû, un secret enterré il y a 60 ans que la terre n'a jamais oublié. Mais pour comprendre ce qui s'est passé cette aube-là, nous devons remonter dans le temps, revenir à 1848, parce que c'est là que tout a commencé, c'est là que le grand-père d'Henri a commis un crime qui scellerait le destin de sa famille pour toujours. 1848, la France en révolution, les monarchies qui tombent, le chaos dans les rues, et au milieu de ce chaos, Auguste Bourdieu ne voyait pas le danger, mais l'opportunité. Il était ambitieux, calculateur, sans scrupules, et il avait les yeux fixés sur le domaine des 3 Ceps, le vignoble le plus prospère de la région, où 3 générations de la famille Valmont avaient bâti un empire. Armand Valmont, le propriétaire, était un homme honnête, naïf même, et Auguste savait exactement comment exploiter cela. Il offrit un prêt pour aider pendant les difficultés de la Révolution, et Armand accepta en faisant confiance à la parole d'Auguste, mais ce qu'Armand ne remarqua pas, ce furent les clauses cachées dans le contrat, des délais impossibles, des intérêts absurdes, des petites lettres qui transformaient ce prêt en un piège mortel. 6 mois plus tard, quand Armand ne put pas payer, Auguste montra ses vraies intentions et prit le domaine. Tout était légal, tout était documenté, mais complètement immoral. La famille Valmont fut expulsée, ils perdirent tout du jour au lendemain. La terre qu'ils cultivaient depuis des générations, la maison où leurs enfants étaient nés, la dignité qu'ils portaient depuis des siècles. Armand essaya de se battre, fit appel aux tribunaux, mais Auguste avait acheté des témoins et corrompu des juges. Les Valmont n'avaient aucune chance. Armand tomba dans la dépression et commença à boire. Sa femme Marie dut coudre des vêtements pour nourrir les enfants abandonnèrent leurs études. 5 années passèrent ainsi, 5 années de misère absolue, pendant qu'Auguste prospérait dans le domaine volé. 1853, Armand Valmont est sur son lit de mort, détruit par l'alcool, par la tristesse, par l'injustice, et c'est là que quelque chose se produisit qui changerait tout. Devant des témoins, avec son dernier souffle, Armand prononça des mots qui glaceraient le sang de n'importe qui. « Je maudis Auguste Bourdieu et toute sa lignée. Qu'il prospère, oui, qu'il s'enrichisse sur les fruits de ma terre volée, mais je ne lui accorde que 3 générations. 3 générations pour profiter de son larcin. À la 3e, la terre reprendra ce qui lui appartient. Sa descendance s'éteindra effacée de ce monde comme il m'a effacé de mon domaine. Que ses petits-enfants paient pour le crime de leur aïeul. Je le jure sur mon dernier souffle, et que Dieu m'entende. » Beaucoup entendirent en ces paroles, certains les prirent au sérieux, d'autres les rejetèrent comme le délire d'un homme brisé. Auguste Bourdieu, informé de la malédiction, en rit publiquement. « Les superstitions d'un ivrogne », déclara-t-il. Il vécut encore 25 ans, prospéra, fonda une dynastie et mourut en 1878. Riche et respecté, entouré de sa famille, la première génération. Son fils Édouard hérita du domaine et du commerce, doubla la fortune familiale et vécut confortablement jusqu'en 1888, mourant paisiblement d'une crise cardiaque à 56 ans, la 2e génération. Mais sur son lit de mort, Édouard révéla à son fils Henri la vraie histoire de l'acquisition du domaine
et lui parla de la malédiction d'Armand Valmont. Ce ne sont que des mots de colère sans pouvoir, mais souviens-toi toujours d'où vient notre fortune. Henri hérita de tout à 22 ans, se maria, eut 3 enfants, la fortune continua de croître, il essaya d'oublier l'histoire sordide, de se convaincre que ce n'était qu'une vieille histoire sans importance. Mais maintenant, en 1908, Henri a 42 ans. Ses enfants représentent la 3e génération, et exactement 60 ans se sont écoulés depuis la mort d'Armand Valmont, et quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Été 1908, quelque chose change dans la maison Bourdieu. Madame Bernache, la gouvernante qui servait la famille depuis 15 ans, remarque qu'une atmosphère étrange s'est installée. Henri, habituellement jovial et bavard, devient taciturne. Il passe de longues heures enfermé dans son bureau scrutant d'anciens registres et des documents jaunis. Élisabeth aussi a changé. Son sourire semble forcé. Elle annule plusieurs de ses salons habituels, prétextant des migraines. Et la nuit, Madame Bernache la surprend plusieurs fois debout près de la fenêtre, fixant l'obscurité du jardin, immobile comme une statue. Les enfants, eux aussi, ne sont plus les mêmes. Marguerite cesse de jouer du piano. Antoine fait des cauchemars et se réveille en criant. La petite Sophie refuse de dormir seule et dessine des images étranges, toujours les mêmes vignes tordues, entrelacées, presque menaçantes. En septembre, un événement particulier alarme le personnel. Henri reçoit une lettre et après l'avoir lue, son visage devient livide. Il fait immédiatement sceller son cheval et se rend au domaine des Trois Ceps, situé à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Il revient tard dans la nuit, trempé par la pluie malgré la belle saison, le regard hagard. Ce soir-là, Madame Bernache entend une violente dispute entre les époux, des éclats de voix qui traversent les murs épais. Elle distingue quelques mots. Malédiction, dette, impossible d'échapper. Puis un silence pesant s'installe. À partir d'octobre, les lettres commencent à arriver, toujours à l'aube. Glissées sous la porte d'entrée, personne ne voit jamais qui les dépose malgré la vigilance accrue des domestiques. La première lettre, écrite d'une main tremblante sur un papier ancien, dit simplement « Les racines ont soif. Le temps approche. 3 générations, comme il fut promis. » Henri brûle cette lettre dans la cheminée, mais son visage trahit une terreur profonde. Il double les verrous de toutes les portes et interdit à quiconque d'ouvrir aux inconnus. Une semaine plus tard, arrive la 2e lettre. Le sang versé appelle le sang. Vous avez prospéré sur des fondations maudites. La terre se souvient toujours. Cette fois, Henri conserve la lettre, passe des heures à étudier l'écriture, le papier, cherchant désespérément un indice sur l'identité de l'expéditeur, en vain. Les lettres suivantes deviennent de plus en plus précises, de plus en plus menaçantes. Armand Valmont a attendu 60 ans. Sa patience touche à sa fin. Novembre sera votre réponse. Vous ne pouvez pas fuir ce qui coule dans vos veines. La malédiction voyage avec vous où que vous alliez. 3 générations. Auguste prit ce qui ne lui appartenait pas. Vous, Henri, en avez profité. Vos enfants paieront la dette finale. Cette dernière lettre brise quelque chose en Henri. Il convoque sa femme et derrière les portes closes de son bureau lui révèle quelque chose qui l'a fait sangloter pendant des heures. Après cette conversation, Élisabeth semble résignée, comme quelqu'un qui accepte un destin inévitable. Henri tente de consulter la police, mais que peuvent-ils faire contre des lettres anonymes? Le commissaire Durand suggère que quelqu'un cherche à effrayer la famille, peut-être dans le but d'extorquer de l'argent, et promet de faire surveiller la maison. Mais Henri sait que ce n'est pas une simple tentative d'extorsion. Il sait ce que cachent ces lettres. Il connaît l'histoire que son propre père lui a racontée sur son lit de mort il y a 20 ans. Une histoire qu'il a essayé d'oublier, de nier. Une histoire de terre volée, de serments brisés et de vengeance promise. Parallèlement aux lettres, des phénomènes étranges commencent à se manifester dans la maison. Tout commence avec les bruits. Jules le valet de pied entend une nuit d'octobre un gémissement sourd provenant de la cave à vin. Un son profond presque inhumain qui semble monter des fondations mêmes de la maison. Armé d'une lanterne, il descend l'escalier de pierre, mais le bruit s'est tu. Alors qu'il s'apprête à remonter, le gémissement reprend plus fort, plus proche. Il semble provenir des murs eux-mêmes. Terrifié, Jules remonte précipitamment. Le lendemain soir, le même phénomène se reproduit, et le surlendemain, toujours à la même heure, entre 11h et minuit. Bientôt, tous les domestiques entendent ces gémissements. Certains jurent distinguer des mots dans ces sons, rendez, promesse, justice. Puis viennent les murmures.
Madame Bernache les entend la première pendant la nuit, alors qu'elle traverse le couloir du premier étage, des voix chuchotées multiples venant de nulle part et de partout à la fois. Elle ne peut comprendre les mots, mais le ton est accusateur, menaçant. Ces murmures commencent à hanter la maison chaque nuit. Les enfants se plaignent de voix qui les empêchent de dormir. Marguerite, la plus sensible, affirme qu'elle l'appelle par son nom, qu'elle l'invite à descendre dans le jardin. Henri fait venir un prêtre pour bénir la maison. Le père Meunier accepte, mais lorsqu'il commence ses prières dans la cave, il est pris d'un malaise soudain. Il remonte précipitamment le visage pâle, refusant de révéler ce qu'il a ressenti. Il ne revient jamais. Les phénomènes s'intensifient. Des pas lourds résonnent dans le grenier vide, comme si quelqu'un arpentait inlassablement le plancher. Des grattements se font entendre derrière les murs systématiquement près des chambres des enfants. Des objets disparaissent, puis réapparaissent ailleurs. Une montre de Gousset, un peigne en argent, le journal intime de Marguerite. Une nuit, la petite Sophie se réveille en hurlant. Ses parents accourent pour la trouver debout sur son lit, pointant du doigt la fenêtre. « L'homme dans le jardin !» crie-t-elle, « l'homme avec les yeux tristes et les mains sales !» Mais lorsque Henri se précipite à la fenêtre, le jardin est désert. Le lendemain, en plein jour, on découvre dans le jardin une trace étrange, des empreintes de pas menant de la grille jusqu'à la maison, puis s'arrêtant net sous la fenêtre de Sophie. Mais ces traces ne ressemblent à aucune chaussure moderne. Elles sont larges, usées, comme celles que portèrent les vignerons il y a un demi-siècle. Les premiers jours de novembre 1908 sont marqués par une tension insoutenable dans la maison Bourdieu. Henri a cessé de se rendre à son bureau. Il passe ses journées enfermé à relire d'anciens documents, à consulter des registres paroissiaux, cherchant désespérément un moyen d'échapper à ce qu'il pressent comme inévitable. Il découvre que tous les descendants directs d'Armand Valmont sont morts. Son fils aîné est décédé en 1875 d'une maladie pulmonaire sans enfant, sa fille est morte en couche en 1881, il ne reste aucun héritier Valmont vivant à qui Henri aurait pu restituer le domaine, offrir réparation. Il consulte des avocats, envisage de vendre le domaine, de faire don de sa fortune à l'Église ou à des œuvres caritatives, mais quelque chose en lui sait que ces gestes seraient inutiles. La malédiction n'est pas une question d'argent ou de propriété, c'est quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le 5 novembre, Henri reçoit une dernière lettre plus longue que les autres, écrite d'une main différente, plus ferme, presque élégante. Henri Bourdieu, 60 ans se sont écoulés depuis que mon arrière-grand-père a prononcé ces derniers mots. 3 générations de Bourdieu ont prospéré sur ce qui fut volé. La dette arrive à échéance. Dans 2 jours, le 7 novembre à l'aube, la balance sera rétablie. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse qui s'accomplira. Vous pouvez fuir. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez prier, rien ne changera ce qui doit être. Préparez-vous. Faites vos adieux. À l'aube du 7 novembre, vous comprendrez ce qu'a enduré Armand Valmont. La lignée des Bourdieu s'achève où elle a commencé, dans le mensonge et le vol. Justice sera rendue. Que Dieu ait pitié de vos âmes, car la terre n'en aura pas. Henri lit la lettre, la relit, puis la pose lentement sur son bureau. Il appelle Élisabeth et ensemble, ils prennent une décision. Ils ne diront rien aux enfants. Ils passeront ces 2 derniers jours dans la normalité, ou du moins son apparence. Le 6 novembre est une journée étrangement sereine. Le soleil brille, rare pour un novembre bordelais. Henri emmène la famille se promener le long de la Garonne. Ils déjeunent dans un restaurant élégant. Les enfants rient inconscients du poids que portent leurs parents. Ce soir-là, Henri demande à Madame Bernache de préparer le repas préféré des enfants. À table, la conversation est légère, ponctuée de rire. Après le dîner, toute la famille se réunit dans le salon. Marguerite, pour la première fois depuis des semaines, accepte de jouer du piano. Elle interprète une sonate de Chopin, ses doigts courant sur les touches avec une grâce mélancolique. Henri et Élisabeth regardent leurs enfants avec une intensité douloureuse, gravant chaque détail dans leur mémoire. À 9 heures, les enfants sont envoyés au lit. Henri et Élisabeth les bordent un par un, restant longtemps près de chaque lit, murmurant des mots d'amour et de réconfort. Puis le couple redescend au salon. Ils s'assoient côte à côte sur le canapé en silence, tenant leurs mains enlacées. Les domestiques, sentant qu'il faut les laisser seuls, se retirent discrètement dans leur quartier. À minuit, Madame Bernache, incapable de dormir, entend des voix dans le salon. Henri et Élisabeth parlent à voix basse.
Elle ne peut distinguer les mots, mais le ton est empreint de tristesse et d'acceptation. Puis, vers 1 heure du matin, le silence retombe sur la maison. Le 7 novembre 1908 se lève dans une brume épaisse. Un brouillard dense, inhabituel même pour la saison, enveloppe Bordeaux d'un linceul grisâtre. Madame Dutour, la voisine, se lève comme à son habitude à 6 heures et en ouvrant ses volets, remarque immédiatement que ceux de la maison Bourdieu restent fermés. À 7 heures, les volets sont toujours clos. À 8 heures, alors que le reste du quartier s'anime, la maison Bourdieu demeure plongée dans l'obscurité et le silence. À 9 heures, Madame Dutour envoie son mari frapper à la porte. Pas de réponse, il cogne plus fort, toujours rien. Alarmé, Monsieur Dutour fait chercher un agent de police. L'agent Morel arrive à 10 heures, tambourine à la porte appelant les Bourdieu. Le silence absolu qui règne dans la maison a quelque chose d'anormal, presque palpable. Avec l'autorisation du commissariat, il force la serrure. La porte s'ouvre avec un grincement sinistre. L'agent pénètre dans le hall d'entrée suivi de Monsieur Dutour et de quelques voisins curieux et inquiets. Ce qu'il découvre défie l'entendement. Le hall est impeccable, pas un meuble déplacé, pas une trace de lutte, mais immédiatement quelque chose d'étrange frappe les visiteurs. Une odeur pas désagréable, mais intense et incongrue. Une odeur de terre humide, de vignes mouillées, de caves profondes, comme si la maison avait été transportée au cœur d'un vignoble après une pluie d'automne. L'agent Morel appelle « Monsieur Bourdieu, madame, y a-t-il quelqu'un » Sa voix résonne dans le vide, aucune réponse. Il progresse dans la maison, le salon est intact, les livres alignés sur les étagères, les coussins disposés avec soin. Dans la salle à manger, ils font une découverte qui va devenir l'élément le plus troublant de toute l'affaire. La table du petit déjeuner est dressée. 7 couverts, 2 pour les parents, 3 pour les enfants et 2 pour les domestiques. Les assiettes sont remplies, du pain coupé, du beurre, de la confiture. Les tasses contiennent du café froid maintenant, avec une fine pellicule à la surface, du lait dans un pichet, des œufs à la coque dans des coquetiers. Tout est là, intact, non consommé, comme si les occupants avaient disparu à l'instant précis où ils allèrent commencer à manger. Mais il y a plus étrange encore. Sur chaque assiette disposée avec soin, un petit rameau de vigne. Pas n'importe quelle vigne. Les botanistes consultés plus tard identifieront ces rameaux comme appartenant à une variété ancienne, celle qui était cultivée au domaine des Trois Ceps il y a 60 ans, mais qui a depuis été remplacée par des plants plus productifs. L'agent Morel monte à l'étage. Dans chaque chambre, les lits sont défaits, les draps rejetés comme si les dormeurs venaient tout juste de se lever, les vêtements de nuit des enfants sont pliés sur les chaises. Dans la chambre principale, les vêtements qu'Henri et Elisabeth portaient habituellement pendant la journée sont disposés sur le lit comme s'ils s'apprêtaient à s'habiller. Dans les armoires, tous les vêtements de la famille sont présents. Dans le bureau d'Henri, son portefeuille contient encore une somme importante. Les bijoux d'Elisabeth sont dans leur écrin. Aucun signe de préparation de voyage, aucune valise manquante, aucun indice suggérant un départ volontaire. Dans la chambre de Sophie, on trouve un dessin inachevé sur sa table. Une grande maison avec 5 silhouettes devant, entourée de vignes qui semblent les envelopper, presque les étouffer. La cave est explorée avec appréhension. Elle est vide d'occupants, mais quelque chose d'étrange a eu lieu là. Des centaines de bouteilles ont été sorties des étagères et disposées en un motif complexe sur le sol, une spirale. Au centre de cette spirale, une bouteille particulière très ancienne est ouverte. Vide. L'étiquette déchiffrée plus tard indique « Domaine Valmont Vendange 1847 », l'année précédant la spoliation. Alors que les recherches se poursuivent à l'intérieur, un des agents remarque quelque chose sur la porte d'entrée côté extérieur. Gravé profondément dans le bois massif, un symbole complexe a été tracé. Il mesure environ 30 cm de diamètre et a été exécuté avec une précision remarquable. Le symbole représente une spirale centrale entourée de 3 vignes entrelacées. Chaque vigne comporte exactement 7 feuilles et 3 grappes de raisin. Les racines des vignes se rejoignent au centre de la spirale, formant un nœud complexe. Ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est que le bois autour du symbole est frais, la sciure encore présente par endroits. Le symbole a été gravé récemment, probablement dans la nuit du 6 au 7 novembre. Pourtant, aucun bruit suspect n'a été entendu, et les agents de police qui surveillaient le quartier n'ont rien remarqué. Plus étrange encore, le symbole semble avoir été gravé de l'intérieur, comme si quelqu'un dans la maison avait voulu laisser un message au monde extérieur. Un antiquaire consulté reconnaît le symbole. C'est le sceau de la famille Valmont,
utilisé autrefois pour marquer les tonneaux de vin de leur domaine, mais ce sceau n'a pas été vu depuis 60 ans. Le commissaire Paul Durand prend personnellement en charge l'investigation. Homme méthodique et rationnel, il refuse les explications surnaturelles et cherche des réponses logiques. Toutes les gares sont alertées, aucun des Bourdieu n'a acheté de billets, les ports sont surveillés, aucune trace, les hôpitaux et les morgues sont contactés. Rien. Les domestiques sont interrogés longuement. Madame Bernache explique les phénomènes étranges des dernières semaines, les lettres, les changements de comportement de la famille. Elle mentionne la lettre reçue le 5 novembre, mais celle-ci a disparu du bureau d'Henri. L'enquête révèle des faits troublants. Le soir du 6 novembre vers 11 h, plusieurs voisins ont remarqué une lumière inhabituelle autour de la maison Bourdieu. Pas une lumière ordinaire de lampe ou de bougie, mais une lueur verdâtre pulsante qui semblait provenir du jardin. Madame Cartier, qui habite en face, déclare avoir vu à travers le brouillard ce qu'elle décrit comme des ombres qui dansaient dans le jardin des Bourdieu, des silhouettes multiples se déplaçant en cercle autour de la maison. Elle pense d'abord à une fête, mais aucun bruit ne provient de la propriété. Monsieur Laborde, un insomniaque qui se promène souvent la nuit, jure avoir entendu vers minuit un chant étrange, provenant de la direction de la maison Bourdieu. Pas un chant humain, dit-il, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. Comme si la terre elle-même chantait, précise-t-il, avant d'admettre que cela sonne ridicule. Le jardinier Monsieur Petit fait une découverte stupéfiante. Dans le jardin des Bourdieu, pendant la nuit, des vignes ont poussé, des vignes qui n'étaient pas là la veille. Elles forment un cercle parfait autour de la maison, chaque plante espacée d'exactement 2 mètres. Les experts botaniques appelés sur place sont incapables d'expliquer ce phénomène. Ces vignes sont matures, portant des feuilles et même quelques grappes, comme si elles avaient des années de croissance. Pourtant, la terre autour d'elles ne montre aucun signe d'avoir été retournée ou plantée récemment. Plus troublantes encore, ces vignes sont de la même variété ancienne que les rameaux trouvés sur les assiettes du petit déjeuner, une variété qui n'est plus cultivée dans la région depuis des décennies. Le commissaire Durand interroge tous les employés du domaine des Trois Ceps. Le régisseur M. Blanchard révèle que dans la nuit du 6 au 7 novembre vers 2 h du matin, il a été réveillé par un bruit étrange provenant des vignes, un murmure comme des milliers de voix chuchotant à l'unisson. Lorsqu'il est sorti avec une lanterne pour inspecter, il a eu la sensation terrifiante que les vignes elles-mêmes le regardaient, l'observaient. Il est rentré précipitamment et n'est pas ressorti jusqu'au matin. Au lever du soleil, Blanchard a remarqué quelque chose d'inexplicable. Une section entière du vignoble, exactement 7 rangées, était flétrie, desséchée, comme si toute vie en avait été aspirée. Les plants étaient réduits à des tiges noires et cassantes. Pourtant, la veille, ces vignes étaient parfaitement saines. L'affaire Bourdieu devient rapidement une sensation nationale. Les journaux de Paris, de Lyon, de Marseille envoient leurs meilleurs reporters. Les théories les plus folles circulent. Le commissaire Durand privilégie d'abord la théorie de la fuite orchestrée. Henri Bourdieu, accablé de dettes secrètes ou impliqué dans un scandale financier, aurait organisé la disparition de sa famille pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, peut-être en Amérique ou en Argentine. Mais cette théorie se heurte à de multiples impossibilités. Les comptes bancaires d'Henri sont examinés minutieusement. Ils révèlent une fortune considérable, aucune dette, aucune transaction suspecte, aucun argent n'a été retiré dans les jours précédant la disparition. De plus, comment une famille de 5 personnes, dont 3 enfants, pourrait-elle quitter la France sans laisser la moindre trace? Les ports, les frontières, les gares de toute l'Europe sont alertés, des photographies de la famille sont distribuées, aucun témoignage crédible n'est recueilli. Et surtout, pourquoi laisser derrière eux tous leurs biens, y compris une fortune en argent liquide et en bijoux? Pourquoi mettre en scène un petit déjeuner aussi élaboré? Cela n'a aucun sens. Certains suggèrent un enlèvement collectif, peut-être par des anarchistes ou des révolutionnaires. 1908 est une époque de tension sociale, et les riches négociants peuvent être des cibles. Mais aucune demande de rançon n'arrive jamais. Aucun groupe ne revendique l'acte. Et comment des ravisseurs auraient-ils pu emmener 5 personnes d'une maison au milieu d'un quartier habité sans être vus ni entendus? De plus, la mise en scène élaborée, la table du petit déjeuner, le symbole sur la porte, les vignes dans le jardin, suggèrent quelque chose de bien plus complexe qu'un simple enlèvement crapuleux. Quelques enquêteurs évoquent la possibilité d'un meurtre-suicide ou d'un meurtre familial suivi de la fuite du meurtrier.
Mais aucun corps n'est jamais retrouvé. La maison, le jardin, même le domaine des Trois Ceps sont fouillés méticuleusement. Rien, aucune trace de sang n'est visible dans la maison. Les techniques d'investigation disponibles à l'époque ne révèlent rien. Si un crime a été commis, les corps ont été transportés ailleurs avec une minutie extraordinaire. Bien sûr, beaucoup murmurent que la malédiction s'est accomplie, que les Bourdieu ont été emportés par une force vengeresse, happés par la terre elle-même en réparation du crime de leur aïeul. Les lettres anonymes, les phénomènes inexpliqués, le symbole de Valmont, les vignes miraculeuses, tout semble pointer vers quelque chose qui dépasse l'entendement rationnel. Mais le commissaire Durand refuse catégoriquement cette explication. « Les malédictions n'existent pas », répète-t-il à ses hommes. « Il y a forcément une explication logique. Nous ne l'avons simplement pas encore trouvée. » Pourtant, même lui est troublé par certains détails, notamment par la découverte faite dans les archives de la ville. Un jeune archiviste nommé Julien Mercier, passionné par l'affaire, décide de mener ses propres recherches. Il passe des semaines à éplucher les registres paroissiaux, les actes notariés, les journaux anciens, et ce qu'il découvre glace le sang du commissaire Durand. En 1853, quelques jours après la mort d'Armand Valmont, sa veuve Marie avait consulté une femme réputée dans la région pour ses connaissances en matière de traditions anciennes. Cette femme, connue sous le nom de Mère Justine, vivait dans les collines au-dessus de Bordeaux et était réputée pour sa connaissance des vieilles choses, les rituels, les malédictions, les pactes. Un témoignage consigné dans les mémoires d'un notaire aujourd'hui décédé raconte que Marie Valmont est venue voir Mère Justine avec une demande précise. Elle voulait que la malédiction prononcée par son mari mourant devienne réelle, effective, inéluctable. Selon ce témoignage, Mère Justine aurait accompli un rituel complexe. Elle aurait pris de la terre du domaine des Trois Ceps, du sang de Marie Valmont et des rameaux de vigne. Elle aurait mélangé ces éléments en prononçant des paroles dans une langue ancienne, probablement du patois occitan mêlé de formules plus anciennes encore. Le rituel aurait lié la malédiction à la terre elle-même. Tant que les Bourdieu posséderaient le domaine, la dette grandirait s'accumulant génération après génération. Et à la troisième génération, exactement 60 ans après la mort d'Armand, la terre réclamerait son paiement. Le notaire qui avait consigné ce témoignage ajoute d'un ton sceptique « Bien sûr, ce ne sont que superstitions de paysans, mais Marie Valmont y croyait fermement. Elle est repartie convaincue que justice serait rendue, même si elle ne vivrait pas assez longtemps pour le voir. » Julien Mercier pousse ses recherches plus loin et découvre que Marie Valmont est morte en 1867, 14 ans après son mari. Sur son lit de mort, elle aurait murmuré « Ils paieront. La terre n'oublie jamais. » Novembre 1908, la troisième génération. Comment aurait-elle pu calculer si précisément la date? Marguerite Bourdieu, la première de la troisième génération, est née en 1892. En 1908, elle a 16 ans. L'âge adulte selon les critères de l'époque. C'est effectivement l'année où la troisième génération a atteint sa maturité. Mercier découvre également un détail fascinant. Mère Justine a eu une descendante, une arrière-petite-fille qui vit encore en 1908 dans les mêmes collines. Son nom est Victoire Belmont. Elle est connue localement comme guérisseuse et herboriste. Le commissaire Durand fait convoquer Victoire Belmont. C'est une femme d'une soixantaine d'années au regard perçant et à la voix calme. L'interrogatoire mené en présence d'un greffier est troublant. Durand demande « Madame Belmont, connaissez-vous la famille Bourdieu ?» Elle répond « Je connais leur histoire, comme tout le monde dans la région. Avez-vous eu des contacts avec eux récemment ?»« Non, je n'ai jamais parlé à aucun Bourdieu. » « Savez-vous quelque chose concernant leur disparition ?» Après un long silence, elle dit « Je sais que certaines dettes doivent être payées. Je sais que la terre a une mémoire plus longue que celle des hommes. Ce ne sont pas des réponses, madame. Où sont les Bourdieu? Où doivent être ceux qui ont bâti leur fortune sur le malheur d'autrui? Où va tout ce qui est repris par la terre ?» Durand insiste. « Vous parlez par énigme. Avez-vous participé à leur disparition ?»« Moi? Non, commissaire. Je ne suis qu'une vieille femme qui connaît les plantes et les vieilles histoires, mais je vous dirai ceci. Ma arrière-grand-mère a accompli quelque chose en 1853. Quelque chose qui devait se manifester 55 ans plus tard. Elle a planté une graine, si vous voulez. Cette graine a germé exactement quand elle devait germer. Vous admettez donc qu'une sorte de complot a été ourdi? Ce n'est pas un complot. C'est l'ordre naturel des choses. Ce qui est pris injustement sera repris. C'est une loi plus ancienne que vos codes et vos tribunaux. Je pourrais vous arrêter pour obstruction à la justice.
Vous pourriez, mais cela ne ramènera pas les Bourdieu, rien ne les ramènera, ils sont là où ils doivent être. Et où est-ce? Elle sourit de façon énigmatique. Dans la terre, retournez à la terre, la boucle est bouclée. Malgré plusieurs heures d'interrogatoire supplémentaires, Victoire Belmont ne révèle rien de plus. Elle est relâchée faute de preuves concrètes. Elle meurt 3 ans plus tard, emportant ses secrets avec elle. Sur la suggestion de Mercier, le commissaire Durand ordonne des fouilles approfondies au domaine des 3 ceps. Si les Bourdieu ont été rendus à la terre, comme le suggère cryptiquement Victoire Belmont, peut-être leurs corps sont-ils enterrés dans le vignoble familial. Les fouilles commencent en décembre 1908 et se poursuivent pendant 3 mois. Chaque section du domaine est systématiquement inspectée, des équipes d'ouvriers creusent dans les vignes, dans les caves, dans les dépendances. Ils trouvent beaucoup de choses, des ossements d'animaux, des tessons de poterie ancienne, des pièces de monnaie romaine prouvant que le site est habité depuis l'Antiquité, mais aucune trace des Bourdieu. Cependant, une découverte intrigante est faite. Dans la partie la plus ancienne du vignoble, celle qui existait déjà à l'époque des Valmont, les ouvriers découvrent une structure souterraine. Ce n'est pas une cave ordinaire, mais quelque chose de plus ancien, peut-être un caveau médiéval ou même gallo-romain. L'entrée est effondrée depuis longtemps, mais les ouvriers parviennent à la dégager. À l'intérieur, ils trouvent une chambre circulaire aux murs de pierre. Au centre, une étrange configuration. 5 emplacements circulaires creusés dans le sol de pierre disposés en forme de pentacle. Chaque emplacement a exactement la taille nécessaire pour qu'un corps humain y soit couché. Mais les emplacements sont vides mais pas inutilisés. Des analyses ultérieures révèlent des traces organiques dans chaque emplacement, du sang humain, récent. Les analyses du sang primitives, selon nos standards actuels mais suffisantes pour l'époque, révèlent qu'il y a 5 sources distinctes. 2 adultes, 3 enfants, les groupes sanguins correspondent à ce qu'on sait de la famille Bourdieu. Mais les corps eux-mêmes, introuvables. Sur les murs de cette chambre souterraine, des inscriptions ont été gravées. Certaines sont très anciennes en latin médiéval, parlant de rituels de renouveau et de régénération de la terre. D'autres sont récentes, tracées à la craie blanche. Ces inscriptions récentes forment un texte troublant. Nous, Henri et Élisabeth Bourdieu, et nos enfants Marguerite, Antoine et Sophie, sommes venus de notre plein gré accomplir ce qui doit être accompli. La dette de 3 générations sera payée. Nous retournons à la terre, d'où nous avons tiré notre fortune illégitime. Que notre sacrifice apaise la colère de ceux qui furent lésés, que la malédiction s'achève avec nous. Signé cette nuit du 6 novembre 1908 à minuit. Suivent 5 signatures, celle d'Henri et Élisabeth, et même celle des 3 enfants d'une écriture tremblante. La découverte de cette chambre souterraine et des inscriptions change complètement la nature de l'enquête. Il ne s'agit plus d'une disparition mystérieuse, mais apparemment d'un suicide rituel familial. Pourtant, d'immenses questions demeurent. Comment les Bourdieu sont-ils parvenus jusqu'à cette chambre souterraine dont l'entrée était effondrée depuis des décennies? Comment leurs corps ont-ils pu disparaître? Et surtout, comment ont-ils pu retourner à leur maison de Bordeaux pour mettre en scène le petit déjeuner et graver le symbole sur la porte? La chronologie ne tient pas. Selon les inscriptions, ils étaient dans la chambre souterraine à minuit le 6 novembre, mais les domestiques les avaient vus se retirer dans leurs chambres à Bordeaux à 9 heures ce soir-là, et Madame Bernache les avait entendus parler dans le salon vers minuit. Le domaine des 3 ceps se trouve à plus de 20 km de Bordeaux. Il aurait été impossible pour la famille de parcourir cette distance, d'accomplir leur rituel, puis de retourner à Bordeaux avant l'aube. 1 mois après la découverte de la chambre souterraine, une nouvelle surprise attend les enquêteurs. Un prêtre de la paroisse Saint-Michel, le père Augustin, se présente au commissariat avec un document. « Monsieur le commissaire, dit-il gravement, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Il y a 2 mois, le 5 novembre exactement, Henri Bourdieu est venu me voir. Il m'a remis cette enveloppe scellée avec instruction de ne l'ouvrir que si sa famille et lui disparaissaient. Il m'a fait jurer sur la Bible de respecter cette volonté. J'ai attendu espérant qu'il réapparaîtrait. Mais maintenant, avec vos découvertes au domaine, je pense qu'il est temps. Le commissaire Durand ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, plusieurs feuillets couverts de l'écriture soignée d'Henri Bourdieu. À qui lira ces lignes? Je m'appelle Henri Bourdieu, et au moment où vous lirez ceci, ma famille et moi auront disparu. Je souhaite expliquer pourquoi, non pour excuser ce qui va se passer, mais pour que la vérité soit connue. J'ai longtemps cru que les malédictions n'étaient que superstitions,
J'ai ri de l'histoire que mon père m'avait racontée sur son lit de mort. La malédiction d'Armand Valmont me semblait être le délire d'un homme brisé par la défaite et l'alcool. Mais j'avais tort. Les événements de ces derniers mois m'ont ouvert les yeux sur une réalité que ma raison refusait d'accepter. Il existe des choses que nous ne comprenons pas, des forces anciennes que notre monde moderne a oubliées, mais qui n'ont jamais cessé d'exister. Mon grand-père Auguste a commis un crime, légal peut-être, mais moral non. Il a volé le domaine des Trois Ceps à Armand Valmont par la ruse et la manipulation. Il a bâti notre fortune sur la ruine d'une famille innocente. Mon père a profité de cette fortune, moi aussi, et mes enfants innocents de tout crime allaient en hériter. Mais la terre se souvient, la terre n'oublie jamais. Les lettres que j'ai reçues disaient vrai, la malédiction était réelle. J'ai essayé de fuir, j'ai envisagé d'emmener ma famille loin d'ici, en Amérique, aux antipodes, mais j'ai compris que c'était inutile. La malédiction n'est pas liée à un lieu, elle est liée à notre sang, à notre lignée, elle nous suivrait où que nous allions. J'ai consulté des experts, des occultistes, des hommes d'église. Tous m'ont dit la même chose. Une malédiction liée à la terre par le sang ne peut être brisée que par le sang. La dette doit être payée. Élisabeth et moi avons pris la décision la plus difficile de notre vie. Nous acceptons notre destin. Nous acceptons de payer la dette contractée par mon grand-père. Nous ne le faisons pas par lâcheté, mais par amour. Car si nous ne le faisons pas, la malédiction se poursuivra indéfiniment, touchera peut-être d'autres innocents, se propagera au-delà de notre famille. Nous avons trouvé la chambre souterraine sous le domaine, un lieu ancien de pouvoir, un lieu où la terre et les hommes communiaient autrefois. C'est là que nous irons dans la nuit du 6 au 7 novembre, c'est là que nous accomplirons ce qui doit être accompli. Nous donnons nos vies volontairement pour que la malédiction prenne fin, pour que la terre soit apaisée, pour que justice soit enfin rendue à Armand Valmont et à sa famille. Je sais que cela semblera de la folie à ceux qui liront ces lignes. Je sais que beaucoup penseront que nous avons été victimes d'une manipulation, d'une suggestion collective, d'une hystérie. Peut-être ont-ils raison, peut-être que tout cela n'est que le produit de nos esprits tourmentés par la culpabilité. Mais je préfère croire que nous faisons ce qui est juste, que nous réparons une injustice vieille de 60 ans, que notre sacrifice a un sens. À nos amis, à nos proches, je demande pardon pour la douleur que notre disparition causera. À mes enfants bien-aimés, je demande pardon de les entraîner dans ce destin, mais ils sont de notre sang. La malédiction les toucherait de toute façon, au moins ainsi ils partiront avec nous, entourés de notre amour, plutôt que de vivre dans la terreur d'une menace invisible. Que Dieu nous pardonne et accueille nos âmes, que la terre nous reçoive et trouve enfin la paix. Henri Bourdieu, 5 novembre 1908. La lecture de cette lettre plonge le commissaire Durand dans un profond malaise. Que peut-on faire face à de tels aveux? Comment classer une affaire qui défie toute logique? Il décide finalement de clore l'enquête avec la mention « disparition inexpliquée, circonstances suspectes, corps non retrouvés ». Le dossier est archivé, les fouilles cessent, le domaine des Trois Ceps est vendu aux enchères et la maison des Chartrons reste vide pendant des années avant d'être finalement démolie en 1925. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des décennies, des témoignages étranges continuent d'émerger. Des vignerons travaillant sur les terres de l'ancien domaine des Trois Ceps rapportent parfois des phénomènes inexplicables, des murmures dans les vignes les nuits sans vent, des lumières verdâtres flottant entre les rangées de plants, des silhouettes aperçues au crépuscule qui disparaissent quand on s'en approche. En 1953, exactement 100 ans après la mort d'Armand Valmont, un propriétaire décide de creuser un nouveau chai sur le domaine. Les ouvriers découvrent, sous 3 mètres de terre, un cercle parfait de vignes pétrifiées, transformées en pierre, leurs racines entrelacées formant un motif complexe qui ressemble étrangement au symbole gravé sur la porte des Bourdieu. Au centre de ce cercle, 5 empreintes dans la roche, comme si 5 corps avaient été pressés dans la pierre liquide avant qu'elle ne durcisse. Les analyses géologiques ne peuvent expliquer ce phénomène. La roche date de plusieurs siècles, mais les empreintes semblent récentes. En 2008, exactement 100 ans après la disparition, un historien local nommé Pierre Dumas entreprend de rouvrir l'affaire. Il retrouve des descendants éloignés des domestiques, consulte les archives jamais publiées, visite le site du domaine. Il écrit un livre intitulé « Le mystère Bourdieu », entre histoire et légende, où il tente d'apporter une explication rationnelle aux événements. Selon Dumas, la famille Bourdieu
auraient été victimes d'un groupe criminel organisé qui aurait orchestré toute l'affaire pour s'emparer de leur fortune. Les lettres, les phénomènes étranges, tout aurait été mis en scène pour terroriser la famille et la pousser à l'autodestruction. Mais même Dumas admet que certains éléments restent inexplicables. Comment les criminels auraient-ils pu faire disparaître 5 corps sans laisser la moindre trace? Comment auraient-ils pu faire pousser des vignes matures en une nuit? Comment expliquer les vignes pétrifiées découvertes en 1953? Aujourd'hui, en 2024, le mystère reste entier. La maison des Chartrons n'existe plus, remplacée par un immeuble moderne. Mais les habitants du quartier murmurent encore que certaines nuits de novembre, quand le brouillard est épais, on peut entendre des voix venant de l'endroit où se dressait autrefois la demeure Bourdieu, des voix qui semblent appeler, supplier, pleurer. Le domaine des Trois Ceps existe toujours produisant d'excellents vins, mais aucun vigneron ne reste seul dans les vignes après le coucher du soleil, et personne n'ose s'aventurer près de la zone où se trouvait l'ancienne chambre souterraine, maintenant scellée et interdite d'accès. Alors que s'est-il vraiment passé cette nuit du 6 au 7 novembre 1908? La famille Bourdieu a-t-elle été victime d'un crime parfait? Ont-ils orchestré leur propre disparition? Ou quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus inexplicable s'est-il produit cette nuit-là? Une malédiction peut-elle vraiment exister? La terre peut-elle vraiment se souvenir? Le sang versé appelle-t-il vraiment le sang? Chacun se fera sa propre opinion, mais une chose est certaine, 5 personnes sont entrées dans cette maison le soir du 6 novembre 1908 et le lendemain matin elles avaient disparu sans laisser la moindre trace, comme si la terre elle-même les avait avalées. Et peut-être est-ce exactement ce qui s'est passé. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Croyez-vous aux malédictions? Pensez-vous que la terre peut vraiment réclamer son dû? Et surtout, dites-moi si vous aimeriez que je vous raconte d'autres mystères historiques aussi troublants que celui-ci. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Et rappelez-vous, certaines dettes ne peuvent jamais être vraiment oubliées, et la terre a toujours le dernier mot. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous glacera le sang. Fin.